Histoire de CM. Tous les 15 jours, Agorapulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Mélissa Lambert, social media manager de la marque Welcome to the Jungle. Salut Mélissa. Salut. Ton parcours a la qualité de la cohérence puisque tu ne quittes jamais les thématiques ressources humaines, RH et aussi marque employeur. Est-ce important d'être experte dans son secteur quand on est community manager ? Ça aide. C'est sûr que ça aide beaucoup. Moi, j'avais pas du tout prévu de travailler dans ce secteur après mes études. C'est le hasard qui a fait que je suis arrivée là. Ça m'a beaucoup intéressée parce que finalement, je trouvais que l'aspect, en fait, aider des candidats à connaître une entreprise et à mieux choisir leur job avant de postuler, finalement, ça avait du sens. Donc j'ai fait une bonne partie de ma carrière là-dedans. Et la deuxième étape, ça a été bien entendu Welcome, avec là l'aspect média, parce qu'en fait j'ai commencé dans une agence et maintenant je travaille dans un média qui s'adresse aux RH, mais pas que, aussi aux candidats, aux travailleurs. Donc effectivement, là, le background que j'ai acquis dans l'agence spécialisée marque employeur m'a été d'une grande aide, déjà pour bien comprendre l'ADN de Welcome et m'adapter quand je suis arrivée, parce que je trouve que c'est hyper important pour un community manager de bien maîtriser l'ADN de son entreprise, de sa marque, pour bien en parler sur les réseaux et de bien connaître aussi ses cibles. Donc moi, c'est sûr que ça a aidé dans mon adaptation quand je suis arrivée chez Welcome. Ouais, puis t'es arrivé au bon moment sur ce secteur parce que avant c'était quand même un peu poussiéreux. C'est peut-être pour ça aussi que Welcome to the Jungle a pris une sacrée place. C'est de moderniser, d'amener aussi des choses plus fun quand on parle de RH, quand on parle de choses qui sont quand même des fonctions support, pas toujours très très fun comme je disais. Peut-être pour parler de Welcome to the Jungle et que tout le monde comprenne bien cette entreprise, elle a une double activité, à la fois média et agence. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne au quotidien ? Alors, c'est pas vraiment agence la première activité, c'est en fait il y a Welcome to the Jungle, le produit, peut-être que ceux qui écoutent connaissent parce qu'ils y ont déjà cherché un job. Il y a l'aspect produit pour les candidats, donc un job board, en fait les candidats vont aller chercher un job sur la plateforme parce qu'ils recherchent un emploi en community management par exemple, et sur la plateforme on leur propose aussi des pages entreprises où ils vont pouvoir découvrir la culture d'entreprise, les collaborateurs, etc. Et donc on a aussi ces produits qui s'adressent, qui sont vendus en fait à des RH qui vont pouvoir en fait bénéficier de l'expertise de Welcome pour leur créer des contenus sur leur page entreprise et qui vont servir des solutions de Welcome to the Jungle comme Welcome Kit par exemple pour recruter. Welcome Kit c'est un ATS, donc c'est un application tracking system, c'est pour aider les entreprises à recruter. C'est comme, si je vraiment grossis le trait, comme un site carrière. Donc ça, c'est le premier aspect de Welcome. Donc qui va le moins nous intéresser parce que toi, tu n'es pas relié à cette partie-là. Exactement. C'est pour ça que j'en parlais en premier. Et après, l'autre activité de Welcome, c'est le média. Il y a une vraie équipe média qui représente un tiers des effectifs aujourd'hui en France. On est un média indépendant, donc l'activité du business, elle influe pas sur nos choix éditoriaux, sur notre ligne éditoriale, et notre média, il parle du travail de manière générale. Donc on va s'adresser tout autant aux travailleurs qu'aux candidats, aux étudiants, aux managers. Enfin, c'est très très large et on va aborder vraiment toutes les problématiques qu'on rencontre au travail, du conseil aux articles et reportages de fond sur des sujets de société, des sujets engagés, voilà. Le community manager, il a besoin de créer du contenu, c'est pas une surprise, tout le monde le sait, mais pour prendre la parole sur les réseaux sociaux, toi, tu as une particularité, c'est que tu es dans un média et donc le contenu est déjà existant, il préexiste. Concrètement, quelle liberté as-tu sur le contenu ? Alors, le contenu, effectivement, comme tu le disais, nous, on nous le donne, il est clé en main, puisque comme on est rattaché à l'équipe média, notre objectif sur les réseaux sociaux, ça va être de diffuser ces articles pour générer le plus de trafic possible. On est une grosse source de trafic aux social media pour le média, donc on compte. Mais le contenu en lui-même, les articles, tout ça, c'est rédigé vraiment par l'équipe média, l'équipe éditoriale c'est une équipe de journalistes qui ont ce savoir-faire, cette expertise, qui font de la veille, qui ont la plume, qui ont du coup une expertise que nous, au social media, on n'a pas forcément. Mais par contre, on travaille beaucoup avec eux.
Nous, d'un côté, on va les nourrir en données. On fait beaucoup d'analytics pour comprendre ce qui fonctionne le mieux, pour comprendre comment nos audiences par plateforme réagissent au contenu, quelles sont peut-être les thématiques qui les intéressent le plus. On va jusqu'à regarder un petit peu quel genre de titre fonctionne le mieux. Donc, on va nourrir l'équipe éditoriale comme ça pour éventuellement que ça puisse les aider à prendre certaines décisions éditoriales, même si, bien entendu, on n'écrit pas nos articles pour les réseaux sociaux. La deuxième façon qu'on a de travailler avec eux, c'est qu'on essaye de trouver des nouvelles façons de valoriser le contenu qu'ils nous fournissent sur les réseaux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va, par exemple, utiliser les différentes fonctionnalités de, je sais pas, LinkedIn, qui est un gros réseau pour nous, comme les sliders, les sondages, les lives même, pour mettre en valeur les articles qui sont déjà rédigés par le média, en fait. Donc, il y a un vrai cercle vertueux, c'est-à-dire que chacun a son expertise, chacun a son domaine d'intervention, mais on travaille vraiment main dans la main. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est vraiment quelque chose que c'est vraiment en fait un conseil, je pense, que je donnerais à ceux qui se lancent dans le community management ou qui font du community management. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir des synergies avec d'autres équipes et notamment des équipes qui produisent du contenu parce que pour le coup, j'ai fait aussi, j'ai connu l'autre aspect du métier où tu vas créer toi-même du contenu, tu vas être à la réflexion, à la création, à la diffusion, et où tu peux parfois, je trouve, manquer d'efficacité dans la création de contenu parce qu'en fait, t'as pas forcément cette expertise-là. Et donc, le fait d'être peut-être un peu moins dispersé, je trouve que ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces. Comment tu dessines cette ligne rouge entre le chef éditorial et le community manager? T'en as un peu parlé là, mais au quotidien, comment tu arrives à savoir que ça, c'est du contenu organique pour les réseaux sociaux, ça, c'est de l'article? Je suppose que c'est très tentant au fur et à mesure, des fois, d'aller un peu plus loin et de se dire « mince, je suis peut-être plus à ma place ». Ça nous arrive rarement, voire même je dirais jamais. En fait, je pense que la répartition des rôles, elle est très claire chez nous. C'est-à-dire que nous, on est au social media, on est rattaché aux médias, mais on est quand même très autonome dans notre façon de travailler. On va assister de temps en temps aux conférences de rédaction. On est libre de pitcher des sujets, d'ailleurs, si on le veut, que l'équipe éditoriale pourra transformer en article ensuite. Mais il y a vraiment ce rôle-là où nous, on n'intervient pas du tout, vraiment pas sur la création des articles. Ça, c'est l'équipe édito qui le fait de son côté. Et nous, on va plutôt chercher à échanger avec eux pour dire tiens, cet article, on va en faire un sondage parce qu'on sait que ça va marcher, ça va nous donner de la visibilité nous sur LinkedIn et ça va in fine bénéficier aussi à votre article. Nous, on ramène du trafic sur le média, mais on a aussi tout un aspect notoriété de marque qu'on a pour objectif aussi avec nos réseaux. Si je reprends l'exemple de LinkedIn, on a 500 000 abonnés. Ça fait nous le 3e média sur la plateforme en France. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important côté business, par exemple, où nos équipes commerciales se rendent compte qu'il y a beaucoup de RH, de décisionnaires qui nous connaissent parce qu'ils suivent notre page sur LinkedIn. Et donc, nous, on essaye tout le temps de réfléchir à, quand on voit les articles, quel est celui qui sera le plus pertinent en slider, quel est celui qui sera le plus pertinent en sondage, etc., pour après vraiment nourrir notre visibilité avec la création de contenu. Mais on n'a pas besoin, nous, par contre, de demander l'aval de l'équipe éditoriale pour créer du contenu une fois que les articles sont validés. Donc, je dirais que chez nous, la ligne, si tu veux, elle est vraiment très claire, mais ça n'empêche pas du tout les synergies. C'est bien que ça soit clair parce qu'à mon avis, ça évite certaines tensions dont on peut entendre l'écho des fois dans certains médias, les grands médias nationaux où la mue est beaucoup plus difficile pour aller vers le digital. Comment ton métier peut aider justement la partie éditoriale à encore mieux faire son métier? Tout à l'heure, tu disais, on n'écrit pas non plus un article pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'est un outil que pour diffuser, mais quand même, est-ce que c'est des statistiques? Est-ce que c'est des retours d'expérience, des commentaires? Et puis sous quelle forme tu partages cela aux rédacteurs en chef pour qu'ils continuent à faire évoluer leur plume? Alors, on le fait de 2 façons. On a un temps fort mensuel où on va se réunir avec l'équipe éditoriale pour analyser les statistiques. Donc, l'équipe éditoriale, elle, partage ses statistiques sur les articles qui font le plus de pages vues, etc. Nous, on partage les statistiques sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux et on note mois après mois un peu ce qui s'est passé, quel article a reçu le plus de commentaires,
commentaires, quelles sont les audiences qui marchent le mieux sur les réseaux. On discute de tout ça avec l'équipe. Nous, ça permet aussi de sensibiliser à ce qu'on fait. Je trouve que c'est très important d'avoir ce temps d'échange où on va faire de la pédagogie autour des réseaux, parce que c'est vrai que c'était aussi vrai quand je travaillais en agence, mais tout le monde n'est pas du tout familier avec les réseaux, avec ce que ça implique, avec les statistiques et ce qu'elles veulent dire. Donc, je trouve que ce temps d'échange, il est hyper important. Et après, au quotidien, on a en fait tout simplement une chaîne Slack où on va un peu remonter les potentiels bad buzz qu'il va pouvoir y avoir, où on va travailler main dans la main avec l'équipe, soit sur des suggestions en leur disant peut-être que là, il faudrait éditer l'article, ou en tout cas apporter un disclaimer parce que il y a ça qui remonte beaucoup dans les commentaires, où on va leur dire là, en fait, ce sujet, il est en train de partir très très fort, donc on va le surveiller. C'est peut-être quelque chose qu'on va vouloir reproduire, soit parce que le format marche très bien, soit parce que la thématique parle beaucoup à notre audience. La course à la création de contenu peut être harassante. D'ailleurs, vous réutilisez des articles déjà publiés. Quelles sont vos règles d'or pour éviter la redondance, pour respecter cette économie de l'attention de vos 500 000 abonnés, notamment sur LinkedIn? Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça nous est arrivé une ou deux fois d'avoir des commentaires de gens qui disaient bon, j'ai beaucoup vu cet article là dernièrement. On joue beaucoup la carte de la transparence là-dessus, par exemple, où on a eu typiquement quand on part tous en congé sur l'été. On reposte des articles, donc du coup c'est souvent ces moments-là qu'on a ces commentaires-là. On joue franc jeu avec l'audience en leur disant écoutez, là en ce moment c'est une période un peu plus calme, donc oui, on reposte des contenus que vous avez déjà vus. Notre équipe édito est aussi en vacances, donc on revient avec de nouveaux articles à partir de telle date. Et après on travaille pour le coup là aussi main dans la main avec l'équipe éditoriale qui va nous suggérer des articles à repousser parce que ils trouvent qu'on les a pas assez repoussés, parce que ce sont des articles qui n'ont pas forcément eu des bons résultats. Donc nous, on va les intégrer au contenu qu'on reposte. On essaye aussi beaucoup de diversifier les contenus qu'on partage. J'en ai pas encore parlé, mais on travaille beaucoup aussi avec la vidéo, puisque en fait maintenant on est une seule entité. Il y a social media et vidéo qui sont dans une même équipe. Mais là, pareil, on a cette particularité-là chez Welcome de fonctionner avec une équipe vidéo. Donc nous, au social media, on ne crée pas la vidéo. On va travailler avec l'équipe vidéo sur les wordings, sur les vidéos que l'on reposte, sur des suggestions, tu vois, un peu de ce style sur quand est-ce qu'on reposte, sur quelle plateforme on le pousse, qu'est-ce qui a marché. On donne aussi beaucoup de statistiques. Et on utilise les contenus organiques des plateformes comme les carousels par exemple, ou les photos notamment. On essaye vraiment de diversifier le contenu. Et après, ça c'est le gros avantage de chez Welcome. J'ai conscience que tout le monde n'a pas cet avantage-là quand il est community manager, mais c'est que avec notre équipe éditoriale et le fait d'être un média, on a une base de plus de 3000 articles en français sur lequel s'ajoute constamment de la création. Donc, c'est assez facile au final de trouver cet équilibre. Donc, c'est beaucoup de communication, de l'analytics, du bon sens aussi. Et voilà, c'est comme ça qu'on collabore de manière réussie avec l'équipe édito et qu'on nourrit nos audiences sans trop les lasser. J'aimerais revenir sur ce clin d'œil que tu viens de faire, et c'est vrai que il arrive fréquemment que j'entende que Welcome to the Jungle, ils ont un blog de fou, etc. parce que les personnes confondent en disant c'est juste en fait une activité, la première activité que tu nous as expliqué tout à l'heure, et ils font du contenu à côté pour promouvoir cette activité. Et c'est là où c'est l'erreur, c'est que vous avez pas une ambition de blog, c'est une ambition de média à part entière, et c'est ça aussi qui fait que vous arrivez à ce niveau-là. On est d'accord qu'une marque lambda qui n'a pas cette démarche de média ne peut pas arriver à ce niveau de production de contenu, de diffusion tel que vous avez pu le faire. Ah oui, ça je suis complètement d'accord. Et pour le coup, moi j'ai vraiment vécu l'autre côté en agence où je travaillais pour des entreprises qui étaient pas ou peu productrices de contenu. Et c'est vrai que les questions qu'on se pose sont pas du tout les mêmes. Là, nous aujourd'hui, on en est à se dire est-ce qu'on fait 8, 10, 12, 15 posts par jour? Tu vois, j'exagère, mais c'est un peu les questions qu'on se pose. Et là, actuellement, on publie entre 8 à 10 fois par jour sur les réseaux. Moi, je me souviens dans mon ancienne agence, pour certains clients, c'était je ne sais pas si je vais arriver à poster 4 fois par semaine. Tu vois, donc j'ai conscience que que c'est vraiment une chance
en fait. Et moi, c'est pour ça aussi que je m'éclate aujourd'hui. Mais après, je pense que c'est pas parce que t'as pas beaucoup de contenu que tu peux pas prendre la parole régulièrement. Tu peux arriver avec un seul contenu à en créer plusieurs. Nous, on le fait aussi sur les articles. Tu vois, on va diffuser l'article en propre. On va le rediffuser un peu plus tard avec un nouveau wording pour voir ce que ça donne. Et après, on va aussi essayer de créer du contenu autour de cet article. T'as les sondages, t'as les visuels. En fait, je trouve que tu peux quand même réfléchir à la façon de décliner ton contenu, de snacker ton contenu, en fait, pour en faire... tu pars d'un contenu pour en faire plusieurs et arriver à poster régulièrement. Après, nous, on peut aussi se permettre de publier énormément. Comme on est un média et que les contenus sont différents, ça impacte très peu notre reach, notre engagement, ça l'impacte pas du tout à la baisse. Là où j'avais, quand je travaillais en agence et que j'étais sur des clients, des acteurs de l'assurance par exemple, si tu postais 2 fois par jour, ça marchait pas du tout. Donc c'est vrai que du coup, le fait d'être un média, ça a aussi cet avantage-là. Merci pour cet échange, Mélissa. C'était un vrai plaisir. Vous pouvez poursuivre l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agorapulse, et découvrir ainsi la voix des meilleurs community managers de France. On se dit à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Poursuivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agorapulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.